Bonjour, aujourd'hui, Intramuros a le plaisir d'être chez Atlas Concorde dans le premier arrondissement, en plein maison in the city et maison à objets, pour recevoir des promoteurs, des architectes qui aiment travailler les beaux matériaux. Et nous commençons notre journée d'entretien avec Henri Gagnère, qui est directeur du design industriel et du design urbain. À la fois, alors tu interviens à la fois chez Patrick Join-Eddy, que tu as rejoint en 2013, si ma mémoire est bonne, et dans l'agence d'architecture Join Mankou, donc créée par Patrick Join et Sanjit Mankou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. On fait cette série d'entretiens pour mieux comprendre comment les agences, comment les donneurs d'ordre choisissent leurs matériaux, à quel moment le cahier des charges intervient, quels sont vos critères, etc. Alors, chez Patrick Join, vous avez beaucoup travaillé récemment sur de grands projets urbains. Je pense notamment au Grand Paris Express, qui est toujours en cours de déploiement, si j'ai bien compris. Qui est en cours de déploiement jusqu'à 2032, 33, 34. Faut pouvoir se projeter. Faut pouvoir se projeter exactement, mais il faut quand même savoir que le projet a commencé il y a 10 ans pour nous. Donc le choix des matériaux, finalement, on peut vraiment dire qu'il a pris 10 ans de maturité pour faire les bons choix. Il y a énormément de développement spécifique pour ce projet, pour les matériaux. Vous êtes parti sur du sur-mesure souvent? Comment ça s'est passé? C'est un mélange entre des choses achetées, puisqu'on a besoin pour ce type de projet d'avoir un peu de recul, puis de la durabilité dans le temps et du réassort. Ça c'est très important dans ce type de... Mais il faut que ça soit pérenne, si vous vous projetez sur une vingtaine d'années. Un peu plus. Même, non, mais je veux dire, oui. Non, mais il faut qu'on soit sûr, en tout cas, que le matériau qui est choisi existera encore sous sa forme d'aujourd'hui, et en espérant qu'il a été amélioré dans sa mise en œuvre et fabrication technique, donc soit plus éco-responsable finalement, mais qu'on puisse avoir encore ce matériau-là à disposition et aussi cette ressource-là. Ouais. Tu parlais de disponibilité et d'éco-responsabilité. Justement, en dehors de ces deux critères-là, quels sont les critères qui entrent en compte en fait qui sont pris en compte justement pour sélectionner en amont la gamme de produits, la typologie de produits que vous allez utiliser sur un grand projet comme le Grand Paris Express, mais il y a aussi le tramway Loula que j'ai en tête, ou des projets hôteliers par exemple. Le choix des matériaux, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un pur choix esthétique, mais aussi d'usage. Ça, c'est nos deux critères. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rajouter ce troisième critère, en fait, d'impact écologique du choix du matériau, qui rentre en ligne de compte, qu'on essaye d'introduire jusqu'à maintenant de façon, on va dire, intuitive dans nos projets. Aujourd'hui, on essaye de ce choix, on essaie de le rendre plus scientifique, plus posé, en introduisant notamment dans la matériothèque depuis quelque temps cette volonté de mettre un éco-score sur tous les matériaux qu'on reçoit à l'agence. Donc c'est pas un jugement de valeur sur la production ou autre, mais d'expliquer à nos collaborateurs, aux clients, qu'il serait préférable de choisir plus ce matériau-là que celui-là pour des questions d'usage, de durabilité. Ça nous permet aussi simplement parfois juste d'expliquer à un client les raisons pour lesquelles il est mieux de s'orienter sur ce type de matériau plutôt que sur cet autre type de matériau. Le client est désormais très bien éduqué à ce genre de problématique. J'imagine qu'il partage la plupart du temps les mêmes critères que vous. Ou quand même, il faut savoir le convaincre. Il y a le prix qui rentre toujours en ligne de compte. Et ça, c'est toujours le petit élément qui va parfois nous séparer. Mais aujourd'hui, il reste un nombre incalculable de possibilités et d'alternatives. Et c'est ça le choix qui doit être fait. Tu parlais il y a quelques instants de la disponibilité du réassort. Ouais. Est-ce que sur un projet au long cours comme le Grand Paris Express, finalement avec le recul, vous réajustez un petit peu et vous décidez pourquoi pas de changer des matériaux ou en tout cas de partir sur autre chose ou sur une autre déclinaison, ou finalement votre réflexion est tellement
bien faite, je dirais, en amont, que vous vous plantez pas trop, et finalement, bah là, sur un projet qui a quasiment 20 ans de développement, je crois. 10 ans de développement, c'est ça, entre Ouais. 2015 2015 et aujourd'hui, oui. et aujourd'hui, et qui va, ouais, Notre qui mission continue. est terminée, mais oui, et on se projette sur Oui, encore voilà, 10 ans, voilà, plus 30 années encore d'usage. d'usage, de Voilà, cinquantaine d'années donc c'est d'usage. 50 ans en Mm. tout. Il y a forcément des choses qui évoluent en 50 ans. Enfin, en tout cas, pour les 30 prochaines, vous avez pas encore la vision. Ouais. Mais pour les 15 années qui sont déjà passées. Il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Il y a nous on a beaucoup profité sur ce projet de notre expérience qu'on a eu avec la RATP et puis notre regard en fait sur un sens critique de la mise en œuvre de aussi des sujets qui sont liés à l'industriel. Alors ça c'est plutôt de mon côté mon ADN. Je viens d'un milieu industriel. Avec Patrick, on est tous les deux, on partage tous les deux ce chemin-là et de se dire comprendre bien une industrie, des industries en France ou à l'étranger, c'est déjà un premier acquis pour faire les bons choix. Ensuite, deuxième chose, quand on commence à faire un projet comme le Grand Paris Express, les techniques de mise en œuvre et la durabilité dans des espaces publics, il n'y a pas 36 000 solutions, notamment sur certaines choses de finition. Si on parle de tôlerie, par exemple, il y a énormément de choses à ne pas faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été éprouvées, donc on est tout de suite allé sur des choses où on est sûr que on a un recul en termes de choix de matériaux, un recul de au moins 20, voire beaucoup plus d'années. Après, la deuxième chose, c'est la mise en œuvre. L'idée dans ce projet du Grand Paris Express n'était pas d'aller chercher aux quatre coins du monde en fait des ressources. C'est pas l'idée. Donc on a petit à petit essayé de resserrer dans les choix. On y arrive. Il y a encore des choses et je vais y revenir plus tard où avec des industriels, on essaye de petit à petit rendre toute la production, par exemple sur les pièces en béton, donc avec Civica qui fournit à un sous-traitant qui nous fabrique ces pièces en béton, donc qui sont les assises, les socles de l'ensemble du mobilier. Le choix du béton, même si d'un point de vue environnemental, c'est un On sujet. peut faire mieux. On peut faire mieux, Mais on peut faire largement pire en revanche. Ouais. Parce qu'on stigmatise beaucoup le béton, mais il y a bien des ressources plus qui complexes. sont plus complexes, mais le choix de ce produit-là, de ce matériau-là, c'est sa durabilité. Son poids est un problème au niveau de transport, mais on a travaillé pour que chaque pièce, qui sont des coques en béton, soit allégée. Et l'entreprise qui nous fabrique ces pièces-là nous a beaucoup aidé avec l'industriel Civica à améliorer le process de fabrication en utilisant par exemple de l'eau recyclée. Ça, c'est déjà un premier pas, d'améliorer la recette avec des projections côté Civica, puisque ce matériau-là, on a du béton, pour faire court, plus une fibre. Cette fibre-là, aujourd'hui, elle est fabriquée au Japon et petit à petit, on essaye la produire. Elle va être probablement produite en Europe. Où on ne sait pas trop encore, mais il y a un vrai chemin qui va être fait. Donc aujourd'hui, si on parle d'évolution, on a un béton avec de la fibre qui est fabriquée, avec des choses qui viennent, qui est fabriquée en France, à Nantes, à côté de Nantes. L'extraction pour fabriquer le béton, c'est en Europe aussi. On a encore cette fibre-là et on va avoir à un moment une production industrielle de ces pièces-là qui sera beaucoup plus européenne. Voilà. Donc c'est ça les évolutions qu'on peut apporter, d'être plus raisonnable et plus raisonné en termes de fabrication. Concernant le métro parisien, justement, là on est chez Atlas qui est un leader mondial de la production de céramique. C'est quelque chose qui est au cœur de l'ADN du métro parisien. Pour être parisien, moi j'ai toujours connu le métro depuis ma plus tendre enfance avec ses céramiques. Alors il y avait les émaux de Briard à un moment sur les murs. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez réinstaurer ou en tout cas continuer, pérenniser dans les futurs dans le futur Grand Paris Express? Il y a la ligne 13 là qui est en cours, c'est ça? Oui, exactement. Sur les quais de la ligne 13, oui. Historiquement, nous, on a travaillé il y a quelques années, à peu près
une dizaine d'années avec la RATP pour redéfinir ce qui était l'ADN esthétique du métro parisien. Donc on a travaillé sur une charte d'aménagement des espaces métro parisiens. Donc à cette occasion, on s'est bien rendu compte que le carreau, la frise en émail était l'ADN principal des intérieurs, des aménagements intérieurs du métro. Et aujourd'hui, sur la ligne 13, on a souhaité prolonger cette idée-là. Alors sur la ligne 13, pour faire simple, on s'occupe de l'aménagement des quais, donc pas de la totalité de l'aménagement puisque l'équipe architecturale de la RATP travaille dessus, mais notamment sur la fabrication des façades de quais qui sont liées à l'automatisation. On se retrouve avec un mur devant les quais et aujourd'hui, sur cette façade-là, pour nous, c'était extrêmement important qu'on continue à prolonger l'idée de la céramique sur ces éléments-là, qui font partie de l'ADN. Voilà. Donc c'est ambitieux, parce que travailler de la céramique sur des surfaces en béton, enfin pardon, en métal, c'est pas évident. Donc on a un vrai travail à faire sur la fabrication et d'innovation aussi. En termes d'usage, c'est un matériau qui vieillit bien, qui est finalement assez pérenne, qui est durable. Qui est durable et surtout qui se nettoie extrêmement bien. Et oui, il a une certaine durabilité. Il y a un céramique dans le métro. Je pense que on peut les nettoyer au Karcher sans aucune difficulté. Le design, c'est l'usage. L'usage, c'est aussi prendre de la hauteur, avoir du recul. Vous avez, je dis vous, avec Patrick Join, avec Studio, fait notamment pour JC Deco énormément d'aménagements urbains. Je pense notamment, alors il y a les toilettes, JC Deco. Ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, avec l'usage, des choses que vous allez faire évoluer, où finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le dessin, les matériaux restent les mêmes. Par exemple, sur les toilettes JC On sait ça parce que c'est très sensible. Ce qu'on a appris, c'est toujours cette difficulté, pas tant sur l'enveloppe extérieure, mais il y a une chose sur l'enveloppe extérieure, c'est la partie du socle, où on s'est bien rendu compte que finalement l'acidité de sol, les urines, le nettoyage étaient un vrai problème. Donc dans les nouveaux sanitaires JC Deco, donc qui sont en cours de déploiement, il y a eu un vrai questionnement, en tout cas au sein de l'agence, de construire des objets d'espace public en disant il y a le sol, il y a un socle, et si vous regardez les édicules de Guimard, vous avez la base est en pierre et c'est pas anodin, et on vient y accrocher du mobilier en fonte, en acier dessus, mais il est détaché du sol. Ils avaient déjà compris ça, donc on n'a pas réinventé grand-chose. On a juste remis ça devant devant réintellectualiser ce sujet-là en se disant que peut-être sur l'ensemble du mobilier parisien, il fallait réfléchir à cette base-là qui est en pierre sur les édicules Guillemard. Aujourd'hui, il faut trouver un matériau plus moderne et plus adapté, enfin voilà. Mais la pierre pourrait très bien être une très bonne solution. C'est des choses qu'on imagine très bien maintenant dans les mobiliers qu'on est en train de développer sur de nouveaux projets, d'utiliser la pierre comme socle. Justement, y a-t-il... alors évidemment, il y a des nouveaux critères, on en a parlé, l'upcycling, la durabilité qui sont entrés en compte ces dernières années. Quelles sont pour toi les prochaines évolutions ou les grandes tendances actuelles que vous voyez bien chez Patrick Join-ID ou chez Join Moncou comme étant vraiment des fondamentaux des 10, des 20, des 30 prochaines années dans le domaine des matériaux? Déjà, dans le domaine des matériaux, si je parle plus sur notre métier, je pense qu'il faut qu'on apprenne, nous, beaucoup plus à comprendre l'industrie, comment son fonctionnement, pour pouvoir mieux travailler avec elle, pour aller un petit peu plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que simplement, quand tous les projets
qu'on peut faire, en tout cas dans la partie design industriel à l'agence, on profite très souvent d'aller visiter, d'être dans une entreprise et de se dire, de voir la machine qui se trouve là-bas au bout, qui ne sert plus à rien, et comment celle-là, qui est parfois relativement low-tech, elle pourrait nous permettre de faire ce qu'on a imaginé, quitte à complètement changer sa destination, son design. Oui. Voilà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour nous de comprendre, parce que chaque fois qu'on va dans une entreprise, une usine, on a des outils industriels et des systèmes de fabrication plus vieux qui étaient assez simples, qui demandaient pas beaucoup d'énergie et qui pourraient être assez intenses. Malheureusement, on les a oubliés ou mis de côté parce que la production est devenue relativement standardisée. Il y a des formats, il y a des tailles, il y a des codes, il y a tout ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous, en tant que designers, la chose sur laquelle on pourrait intervenir dans ces 20 ou 30 prochaines années, c'est vraiment de travailler plus en lien avec les industriels pour arriver à fabriquer, à imaginer des choses, une fabrication plus intelligente. Avec du réemploi d'outils. Exactement. Mais je sais que le challenge est extrêmement compliqué. On l'essaye beaucoup. Moi, ça fait 10 ans qu'on essaye de faire des choses. Parfois, on aboutit à des choses. Tu as un exemple sur des machines de ce type, ou des machines de ce type. De... Oui, sur le projet, par exemple, du Grand Paris Express, je sais que on a des pièces qu'on avait imaginées au tout début en fonderie. Et finalement, une entreprise série qui avait une machine au fond de son atelier qui faisait du petit emboutissage nous a permis simplement de transformer complètement cette idée de fabrication. Parce que qui dit fonderie dit four, dit coulage. Et puis là, on passe tout de suite à l'idée de travailler de façon assez simple avec des méthodes simples. Voilà. Donc avec un coût d'outillage très faible. Mais ça, on l'avait jamais imaginer ni anticiper. Donc c'est pour moi toujours il y en a plein d'autres d'occasions comme ça, mais qui sont moins parlantes. Mais celle-là est quelque chose qui est moi j'ai beaucoup aimé en fait le faire, et chaque fois qu'on peut le faire avec un industriel ou un fabricant, j'hésite pas à y aller dedans, à se m'engouffrer dans la brèche. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Henri d'avoir passé ce moment avec nous chez Atlas Concorde. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis on se revoit bientôt pour parler de l'actualité à la fois de JoID et de l'agence Joint Mon Coup. Avec grand plaisir. Il y a pas mal de choses qui vont sortir prochainement chez Widia. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.